Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent en même temps. Bonsoir, bienvenue à cette séance de travail, cette première séance de 2021 organisée par Medical Mind de façon officielle. C'est un réel plaisir de vous revoir parmi nous. Donc, il est 19h15. Docteur BGV est là. Bonsoir, Docteur BGV. Docteur Christian est là. Bonsoir, Docteur Christian. Docteur Beckley est là. Bonsoir, Docteur Beckley. Je pense qu'on va commencer. Le thème aujourd'hui, c'est comment étudier en fait pour réussir. Pour réussir dans ses études, dans sa formation. Il est question aujourd'hui de discuter sur les différentes voies et moyens pour pouvoir intégrer les connaissances théoriques qu'on a, on va dire quoi, à l'école, à partir des cours théoriques, de comment intégrer des aptitudes pratiques pendant les stages. Et c'est là, en fait, tout le bénéfice du panel pluridisciplinaire que vous avez aujourd'hui. Et enfin, de comment jumeler, ou alors ensuite de comment jumeler les connaissances, la pratique de la médecine avec les activités parascolaires, parce que votre panel est constitué de personnes qui, bien sûr, en plus de la faculté de médecine, ont des activités parascolaires plutôt développées, plutôt importantes, et ils vont vous dire comment est-ce que chacun dans leur quotidien vont s'organiser pour pouvoir jumeler à la fois les activités scolaires, et activités académiques et les activités para-académiques. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui, les leaders, les leaders qu'on veut construire à Medical Mind. Le leader médical que vous êtes, c'est quelqu'un qui sera un très bon médecin et qui pourra également impacter, influencer dans la société dans laquelle il se trouve. Et on ne saurait le faire en restant uniquement professionnel de santé. Nous devons vous donner des astuces, des points clés, des stratégies pour pouvoir mêler aussi bien le programme académique que le programme para-académique. Et enfin, maintenant, on va vous donner des conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que parfois, on est très motivé, mais on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc, docteur Zentem a commencé le partage d'écran. Je disais que le docteur BGV commence d'abord et puis Christian va prendre par la suite. Et après, c'est Beckley qui va terminer. Donc, docteur BGV, si tu es prêt, on peut commencer. D'accord, il n'y a pas de souci. J'en ai pour combien de temps déjà? 15 minutes par panéliste, chacun discute, chacun présente pendant environ 15 minutes et après, c'est le temps des questions et des réponses. Donc, tous ceux qui ont des questions et réponses, vous pouvez les noter, ou des questions plutôt, vous pouvez les noter quelque part. Veuillez à désactiver vos micros, s'il vous plaît. Et sachez que la vidéo, justement, de la conférence sera disponible et elle sera mise sur la page YouTube de l'association Medical Mind. Donc, désactivez vos micros pour qu'on puisse avoir un bon retour en termes de son et notez vos questions. Et puis, à la fin, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On a prévu 45 minutes de présentation et près d'une heure de discussion, 1 heure 15 de discussion. Donc, préparez vos questions. Même ceux qui ont eu des problèmes un jour dans leur formation, c'est le moment de poser les questions. Et puis après, on va voir comment les résoudre au fur et à mesure. Donc, docteur BGV, je crois que tu as la parole. D'accord, merci. Et une fois de plus, bonsoir à tout le monde. J'espère que je me fais entendre par tout le monde. Si tel est le cas, nous allons donc partager. Parce que moi, j'appelle ça comme ça, c'est un partage. Parce que pour moi, un médecin ou un étudiant en médecine, c'est déjà quelqu'un d'intelligent, voilà. Et puis, c'est aussi quelqu'un de discipliné et quelqu'un, en fait, d'organisé à la fin. Donc, on va juste faire un partage d'expérience et également essayer d'échanger, voilà, sur nos méthodes d'apprentissage, tant concernant les cours théoriques que concernant la pratique médicale, mais aussi la gestion des activités parascolaires. Donc, c'est un peu ça. Et je vais commencer par dire que la méthode fétiche pour bien assimiler ses cours ou pour devenir, je sais pas, un super pratiquant ou un super clinicien ou pour devenir un super médecin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que à chacun sa méthode. Sauf qu'il y a des pièges qu'il faut éviter, sauf qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, comme l'a si bien dit docteur Douala. Donc, c'est déjà ce qu'il faut retenir dès le départ. Et j'aime souvent dire qu'un maître nous disait que la médecine se résume en deux choses. La médecine, c'est quoi? C'est entendre et aller lire. Là, c'est le côté théorique de la médecine. Et le côté pratique de la médecine se résume à la phrase qui dit voir, faire et faire. Donc, la médecine,
comme je l'ai dit, c'est entendre déjà et aller lire. Ensuite, voir faire et faire. Donc c'est autour de ça que va se résumer le partage d'expérience. Concernant les cours théoriques, il existe des multitudes de techniques pour, c'est pas, mémoriser ou pour bûcher ou même pour retenir ces cours. Et comme je l'ai si bien dit au départ, à chacun sa méthode, à chacun sa technique. Sauf qu'il va falloir également déceler quelle est ma technique ou quelle est ma méthode ou quel type de cerveau j'ai. Parce que c'est très important. Il ne suffit pas de dire, oui, on a dit, c'est plus facile de lire avec les fiches, c'est plus facile de lire en individuel, c'est plus facile de lire en groupe. Non. Chacun a sa façon de travailler ses cours, chacun a sa façon de mémoriser ses cours et chacun a sa façon de retenir ses cours. Il faut juste savoir peaufiner la stratégie qu'on a déjà et essayer de l'adapter au contexte. Donc, les méthodes d'apprentissage des cours théoriques, vous le savez comme moi. En fait, déjà, vous êtes en médecine. Autrement dit, vous avez eu au moins le bac. Donc, vous avez déjà eu à faire soit des groupes d'études, soit eu à faire, c'est pas, à préparer les examens, soit eu, c'est pas, à vous organiser pour un quelconque examen ou un concours et autres. Mais ce qu'il faut savoir en médecine, c'est un peu plus délicat. Pourquoi c'est délicat? Parce qu'il y a un flux d'informations qu'on nous demande d'emmagasiner en si peu de temps. Donc, du coup, ça devient très embarrassant et souvent, ça devient très stressant. Donc, la méthode d'étude des cours théoriques peut se faire soit en individuel. Bon, déjà, pour ma part, on peut soit travailler en individuel ou travailler en groupe. Ça, c'est la première des choses. Quand on décide de travailler en individuel, comme je l'avais dit également, il faut savoir quelle technique va plus avec notre cerveau. Est-ce que je suis plus du côté de ceux-là qui font des fiches pour retenir les cours ou suis-je du côté de ceux-là qui retiennent plus facilement en faisant des schémas ou suis-je du côté de ceux-là qui retiennent plus facilement leurs cours quand ils lisent et relisent ce même cours 2, 3 fois ou suis-je de ceux-là qui retiennent leurs cours quand ils arrivent à visualiser ce cours au travers des vidéos, par exemple, qu'on a téléchargées sur YouTube. Ça, c'est la méthode qu'on peut avoir en individuel. En groupe également, on peut soit travailler ses cours avec des camarades, non seulement pour les ficher, mais également pour les comprendre, mais aussi les assimiler. Et en groupe, on peut également s'organiser pour faire des petits cours pour nous permettre également de mieux assimiler, de mieux retenir ces cours-là, comme on dit souvent, de mieux les faxer. Donc, c'est un peu ça. Donc, en résumé, on peut travailler ces cours théoriques soit en individuel ou en groupe. En individuel, c'est fonction de ses capacités ou fonction du type de cerveau qu'on a. Est-ce que je suis plus à l'aise avec les vidéos? Suis-je plus à l'aise quand je fiche mes cours ou quand je les schématise ou quand je les marque? Même, voilà, on peut marquer ces cours quand on a les polycopiés sur papier, tout ça. On peut les marquer au feutre ou c'est pas trop big. Ça nous permet également de retenir. C'est ce qu'on appelle justement en quelque sorte la carte mentale. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour finir, moi, j'ai toujours fonctionné avec la méthode des tiroirs. La méthode des tiroirs, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, reste pas la meilleure méthode, mais la méthode la plus facile et la plus évidente pour mieux comprendre ces cours, les retenir et les assimiler également. Parce qu'au finish, ça nous permet d'être organisés, même dans nos façons de répondre à des questions qu'on nous pose et même également dans nos façons de discuter certains sujets. Donc, c'est un peu ça. Le volet pratique, j'ai dit, la médecine, c'est voir faire et faire. Pour voir faire, il faut être présent. Donc, tout commence par là. Il faut être présent à chaque fois qu'on pose un geste. Là, je m'adresse aux cliniciens. Donc, j'entends par là les 4e, 5e, de toute façon, au moins c'est les 4e année ou les 3e année ou les 2e année qui font des stages cliniques. C'est exactement ça. Il faut être présent à chaque fois qu'on pose un geste. Pourquoi être présent? Pour justement voir faire. Parce que si on ne voit pas comment on fait un geste, on ne le fera jamais. Mais si au moins une fois pendant notre parcours clinique, on a eu à voir
c'est pas une technique de réduction, une technique de pose de plâtre ou une technique, je ne sais pas trop, c'est pas de pansement et autres. Une chose est sûre, un de ces jours, on pourra reproduire cette technique-là. Mais si on ne l'a jamais vue, on ne pourra jamais la reproduire. Le cerveau, c'est pas la magie. Non, le cerveau reproduit simplement ce qui a été emmagasiné. Donc, voir faire, c'est très important pour les cliniciens. Ça ne sert à rien de zapper ces stages cliniques ou de zapper ces gardes ou de zapper des blocs parce qu'on se dit ça ne sert à rien, on n'y comprend rien. Non, même quand on n'y comprend rien, il faut voir au moins comment on fait. Comme on a souvent l'habitude de le dire, le cerveau est très intelligent. En voyant au moins comment on fait, demain, qui sait, même après n'avoir rien compris, on pourra au moins se reproduire. Donc, c'est très important de voir faire. Et faire également, c'est important. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de passer son temps à voir faire comment est-ce qu'on pose, je sais pas, avoir fait comment on pose un plat, comment on fait une suture, comment on fait un pansement. Non, c'est bien beau de faire tout ça, mais il faut avoir l'audace, il faut avoir la niaque, comme on le dit souvent, de se jeter à l'eau. C'est très important pour assimiler les techniques qu'on voit souvent faire en clinique. Si l'étudiant en médecine va se dire, bon, j'ai une seule fois vu comment est-ce qu'on réduit une luxation mandibulaire. Demain, tu es à la garde, tu vois une luxation mandibulaire. Oui, tu veux bien réduire, mais tu ne veux pas te jeter à l'eau parce que tu te dis, j'ai vu faire une, deux, trois fois. Non, mon ami, il faut se jeter à l'eau parce que tu as déjà vu faire. Autrement dit, quelqu'un est là à côté de toi et la personne pourra te dire, bon, c'est comme ça, ou comme si, qu'on pourra faire ce geste. Tu te jettes à l'eau et allez, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, ça aussi, c'est important. Parce que l'étudiant en médecine, c'est aussi quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui ne craint rien. C'est pas être sûr de soi, mais c'est juste être confiant et posé dans sa façon de faire. Et pour terminer, le volet pratique de la chose, voir faire, c'est bien, mais ça ne veut pas dire passer son temps à rôder à l'hôpital. Ça ne veut pas dire être à l'hôpital de 6h à 22h. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut savoir faire également l'équilibre dans ce qu'on fait. Il faut savoir faire, faut savoir être discipliné dans ce qu'on fait. Il ne suffit pas de passer son temps à faire 10 blocs par semaine pour dire qu'on pourrait être un bon clinicien ou avoir la main en médecine. Non, c'est faux. Il faut être discipliné, savoir faire ce qu'il faut faire au moment idéal. Quand il faut lire, il faut lire. Quand il faut pratiquer, il faut pratiquer. Quand il faut aller au bloc pour voir comment est-ce qu'on pose un geste, il faut aller au bloc pour voir comment on pose un geste. Donc, il ne faut pas s'entremêler les pédales. Disons en 2 minutes pour parler de la gestion des activités parascolaires ou para-académiques. Je dirais que on a souvent l'habitude de dire que la médecine, c'est une vie. C'est vrai que la médecine, c'est une vie parce qu'un maître le disait si bien, médecin ou être médecin, ce n'est pas un métier. Non, c'est un statut. On est médecin une fois et médecin pour toujours. Ça, c'est vrai aussi. Mais la médecine ne doit pas nous absorber. La médecine ne doit pas nous couper du reste du monde. Non, la médecine ne doit pas être pour nous la bulle dans laquelle on vit. Non, c'est faux. Étant médecin ou étant étudiant en médecine, on peut faire beaucoup d'autres activités qui ont plus ou moins trait à la médecine ou qui sont souvent diamétralement opposées à l'activité médicale. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et on le dit souvent, un cycle se régénérer. Donc, il faut savoir également mais changer de contexte, changer également de bulle. Et ça ne veut pas aussi dire qu'il faut passer tous ces vendredis, dans un snack ou dans une boîte de nuit. Non, ce n'est pas ça. C'est important de se détendre, c'est important de se relaxer, c'est important de faire une autre activité en dehors de la médecine, mais il faut juste être discipliné. Parce que à force de se jeter dans une activité parallèle à ce qu'on fait déjà ou dans une étude parallèle à ce qu'on fait déjà, on pourra s'entremêler les pédales et perdre les deux en même temps. Donc, il faut savoir se discipliner, il faut savoir s'organiser, il faut savoir surtout prioriser ses activités. Là, j'insiste dessus. La notion de priorité est très importante quand on veut s'engager dans plusieurs activités ou dans plusieurs autres domaines que la médecine. Si une activité prime sur une autre et absorbe tout le reste du temps qu'on a, on pourra se retrouver en train de perdre les pédales
est en train de perdre nos repères. Et ça, c'est très dangereux. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est vrai que nous sommes déjà à 19h30, mais 15 minutes sont déjà épuisées. Je ne sais pas trop si Dr. Douala je sais pas, va accorder quelques minutes supplémentaires, mais je pense que mon temps est déjà épuisé. On Pour vas-y, le reste, prends même 2 minutes de les conseils pratiques, c'est très important, je pense. En 2 minutes, très rapidement. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est très important. d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'étudiant en médecine, c'est un étudiant intelligent, je l'ai dit. Mais c'est un étudiant intelligent parce qu'il a ce qu'on appelle l'intelligence par accumulation. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler chaque jour. Quand je dis travailler chaque jour, ce n'est pas bûcher chaque jour ou être à l'hôpital chaque jour. Non. Il faut au moins, au moins une fois par jour s'asseoir sur une pathologie ou s'asseoir sur un de ses cours ou s'asseoir sur une vidéo YouTube ou s'asseoir sur un de nos livres pour au moins acquérir une connaissance sur le plan théorique. Ça, c'est très important parce que l'accumulation de toutes ces connaissances à la longue vont nous aider non seulement d'avoir un bon bagage théorique, mais aussi d'être développés dans nos façons de discuter. Donc, savoir lire de manière permanente, avoir une constance dans ses lectures, c'est très important. Il ne faut pas bûcher pendant 2 heures, pendant 3 heures ou 5 heures. Non, mais quand on décide de bûcher pendant 45 minutes par jour ou 1 heure par jour, ça doit être constant. Et juste 1 heure par jour, comme on l'a dit, ou 1h30 par jour, quand on essaie de faire le cumul en semaine, ça fait déjà un gros bagage. Ça, c'est important. Surtout ne jamais, je dis bien passer 24, 48 ou 72 heures sans toutefois bouquiner. Ça, c'est pas bien pour un étudiant en médecine. Au moins une fois, jeter un coup d'œil dans un livre ou dans, je ne sais pas trop, un bouquin de médecine. C'est très important. Sur le plan pratique, il faut se dire, je ne peux pas venir à l'hôpital sans objectif. Ça, c'est pas bon, une fois de plus. Quand on vient à l'hôpital, on doit au moins savoir ce qu'on vient chercher à l'hôpital. Je peux me dire, je viens à l'hôpital aujourd'hui pour apprendre à faire des sutures, ou je vais à la garde aujourd'hui pour apprendre à poser un plâtre. Ça, c'est très important. Avoir un objectif précis et concis, au moins une fois par jour. Et vous verrez qu'en une semaine, vous aurez accompli de grandes choses. Donc, ne jamais venir à l'hôpital sans savoir ce qu'on vient apprendre ce jour à l'hôpital ou ne jamais aller à une garde sans savoir ce qu'on va apprendre de cette garde. Ça, c'est très dangereux. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, ne pas passer sa vie à faire que de la médecine. Ça aussi, c'est dangereux. Il n'y a pas que de la médecine dans la vie, mais il faut savoir aussi prioriser ses activités. C'est-à-dire, oui, on peut faire autre chose, mais cette chose-là ne doit pas nous absorber et ne doit pas nous noyer dans notre façon de gérer notre temps. Donc, grosso modo, c'est ça. Discipline, discipline, discipline. C'est très important. Bon, je pense que pour l'instant, j'en ai terminé. Et puis, bon, pour le reste de la discussion, on pourra partager pendant la phase des questions et autres. D'accord. Merci, docteur Bujévé, pour la présentation. S'il y a des questions pour docteur Bujévé jusque-là, ou il n'y a pas de questions? Oui, docteur Bujévé a parlé de la méthode Stewart, mais il ne s'est pas étendu là-dessus. J'aimerais savoir ce que c'est, en quoi ça consiste. La méthode du tiroir, docteur. Ah, d'accord. 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 Ah, d'accord. Oui, la méthode du tiroir. J'aime bien cette méthode-là. La méthode du tiroir, en fait, c'est quoi? C'est juste retenir ces cours qui ont des grandes lignes aux spécificités. Ça veut dire quoi? Bon, je suis en train de réviser mon cours sur les traumatismes crâniens, par exemple. Oui, j'ai un chapitre de trauma crânien de 120, pas de 120 diapos à retenir ou à assimiler. Je ne sais pas comment on fait pour l'assimiler. La méthode tiroir, c'est quoi? C'est commencer par les grandes lignes. Donc, et le plus souvent, on a dans nos cours, on a non seulement les plans, mais on a également les objectifs pédagogiques opérationnels. Donc, déjà commencer par lire son cours en assimilant au moins les grandes parties de ce cours. Bon, c'est quoi le traumatisme crânien, par exemple? OK, le traumatisme crânien sur le plan clinique peut se manifester comment? Je dis, OK, sur le plan clinique, on a également l'anamnèse et on a l'examen physique. D'accord, anamnèse. Qu'est-ce qu'on pose comme question au niveau de l'anamnèse? Oui,
il faut avoir les circonstances, il faut avoir la date, il faut avoir l'heure, il faut avoir le mécanisme décisionnel. Ça, c'est les grandes lignes. OK, à l'examen physique, oui. L'examen physique, quand on est en aiguë, oui, c'est un trauma crânien. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'examen neuro. Oui, on doit faire l'examen neuro. Qu'est-ce qu'on recherche à l'examen neuro? Oui, ou c'est pas trop. Qu'est-ce qu'on recherche à l'examen physique de manière non spécifique? OK, c'est un trauma crânien. Il faut examiner son crâne. Il faut examiner son scalp. Il faut voir les pupilles. Il faut rechercher les signes de fracture de base. Donc, ça, c'est les grandes lignes, en fait. Mais ça ne dit rien. Au finish, oui, il faut interroger, il faut le mécanisme, il faut ceci. Mais ça ne dit rien de façon spécifique. Juste à retenir ça pour une première, c'est très important parce que demain, quand on va te dire, parle-nous du traumatisme crânien, tu vas au moins se dire, oui, trauma crânien, je sais que c'est ça. Et puis, sur le plan clinique, à l'anamnèse, déjà, tu sais qu'il y a l'anamnèse et il y a l'examen physique. C'est un autre tiroir. D'accord, quand tu ouvres le tiroir des anamnèses, tu vas dire, OK, il faut préciser la date, il faut préciser le mécanisme, ainsi de suite, les circonstances et autres. Et quand tu rentres dans le tiroir de l'examen physique, tu dis, oui, à l'examen physique, il faut examiner ceci, il faut examiner cela, il faut la motricité, il faut faire les réflexes, il faut faire ceci, il faut l'examen sphincter et autres. Donc, c'est les grandes lignes. Quand on rentre encore dans les tiroirs, on dit, d'accord, on est à l'examen physique, c'est bien. On recherche, on est en train d'examiner les pupilles. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau des pupilles? Là, on ouvre encore les tiroirs. Oui, on a la midriase, on peut avoir la midriase, on peut avoir un myosis, ou on peut avoir c'est pas, une pupille qui a un diamètre normal. D'accord. Quand on a la midriase, on ouvre encore les tiroirs. Dans la midriase, qu'est-ce qu'on a comme étiologie quand on a une midriase en contexte traumatique? On a ceci. En fait, c'est un peu ça. On quitte des grandes lignes, on quitte des généralités et on descend progressivement dans les spécificités. Ça ne se fait pas en un jour, mais vous allez voir qu'après avoir traversé 2, 3, 4, 5 tiroirs, vous serez un peu plus aguerri dans la pathologie ou dans la leçon que vous avez lue. Vous avez commencé par des généralités. Autrement dit, vous avez au moins retenu quelque chose le premier jour que vous avez lu ce cours. Le reste va venir progressivement avec vos recherches. Vous allez lire, c'est pas des livres, vous allez écouter des vidéos YouTube, vous allez, c'est pas discuter avec des aînés. C'est tout ça, en fait, qui fera l'ensemble de vos tiroirs. Donc, c'est très important. Donc, on parle souvent du palais de mémoire. C'est un palais, c'est une maison. On y entre progressivement. Et en fonction du niveau de discussion, comme disent souvent certains de nos maîtres, on peut commencer au niveau superficiel quand on discute, on descend au deuxième degré, troisième, et progressivement, on entre en profondeur. Donc, c'est un peu ça. La méthode tiroir, quitter des généralités, descendre progressivement dans les spécificités. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas justement. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Laurie? Oui, merci beaucoup. Super, le docteur Zentem est prêt, je pense qu'il peut lancer. On va voir un peu, on va parcourir quelques diapos, je pense qu'on en a maximum 6 ou 8, 7 ou 8. On va d'abord voir une petite introduction, ensuite on va voir comment intégrer les cours théoriques. On va également voir comment acquérir les compétences pratiques lors des stages, comment s'organiser pour gérer les activités extrascolaires. Et on va terminer, avant la conclusion, on va un peu parler des conseils pratiques. Donc, pour introduire, comme je disais tantôt, la médecine, c'est en principe quelque chose de tellement stressant qui n'est réservé qu'à des passionnés. Et elle est extrêmement stressante. Et pour réussir à gérer, à juguler ce stress-là, il est indispensable d'avoir une vie extrascolaire pour s'en sortir mieux également dans la médecine. Et pour facilement réussir dans la médecine également, il y a un accompagnement. Dr. Bimé l'a dit tout à l'heure, il y a des choses que si on ne vous a pas montré, vous ne ferez jamais. Vous aurez beau lire dans des livres, vous ne vous en sortirez pas au fait quand on vous dira de le pratiquer vous-même. De la même façon, il faudrait dire que une autodiscipline est absolument indispensable pour mieux réussir à travailler en médecine. Donc, c'est un truc qui est vraiment stressant et l'autodiscipline est vraiment indispensable. Alors, d'abord, comment intégrer les cours théoriques? Là, je reviens au moins juste sur quelques grandes lignes. On en a déjà largement discuté tout à l'heure avec Dr. Biyemi. Il faut d'abord préparer les cours à l'avance. Parce que généralement, en phare, on sait qu'on a cours lundi avec
tel enseignant sur telle matière. Il serait préférable pour nous, généralement, de préparer nos cours à l'avance, de savoir, avant d'arriver au cours, d'avoir des grandes idées de ce sur quoi va porter le cours. Naturellement, il faut être assidu pendant le cours. Il n'est pas question que pendant qu'on fait le cours, on est au bar et tout. Le fait d'avoir lu les cours à l'avance va permettre qu'on prépare certaines questions parce qu'on a des incompréhensions par rapport à tel ou tel sujet, à telle ou telle articulation du cours. Et donc, pendant le cours, on peut facilement poser des questions à l'enseignant pour mieux cerner le cours. Effectivement, je l'ai toujours dit, je l'ai dit toujours aux jeunes frères, il est indispensable de relire le cours le jour même. Quand on rentre, on a l'air vraiment fatigué, on se dit, bon voilà, je vais me reposer et lire ça demain ou après-demain. On se retrouve à la veille de la compo avec des tas et des tas de cours qu'on n'a pas lu. Donc, Dr. Bimela a dit tout à l'heure, c'est très important. Avant que je dorme, j'ai pris la peine de lire tel ou tel cours qu'on a fait aujourd'hui. Même si je l'ai passé comme ça en revue, ça me permet de garder une idée générale au fait de ce cours-là. Naturellement, pour mieux intégrer les cours, il faut bien dormir. Ce n'est pas question également de rentrer, de se doper, boire le café tout le temps, ne pas dormir. Le fait que vous soyez fatigué va vous empêcher en soi d'acquérir ou d'intégrer, n'est-ce pas, vos cours sur le plan théorique et pratique. Naturellement, il faudrait trouver, n'est-ce pas, naturellement le temps pour pouvoir dormir. On ne se limite pas. Pour mieux intégrer les cours théoriques, il ne faudrait pas se limiter uniquement à ce qu'on a vu, ce que l'enseignant a donné en classe. Bien sûr, on le dit comme ça. Ce que l'enseignant donne en classe représente maxi 35% du savoir global. Donc, il y a 65% qu'il faut aller chercher. Cela revient à dire qu'il faudrait chercher de la documentation pour aller en détail dans le cours. C'est cela qui va faire la différence entre vous et d'autres qui ne fouillent pas. C'est qu'on aura pendant les stages ces personnes-là qui, quand on pose une question, ce gars t'amène, oui, il y a un article qui a pas de telle chose. Ça vous permet, n'est-ce pas, de vous démarquer naturellement des autres. Bien évidemment, pour ceux qui le peuvent, moi je l'ai dit, moi c'est ma technique, moi personnellement, c'est de faire des fiches résumées pour faciliter, n'est-ce pas, la révision plus tard. Généralement, à la veille de la compo, on a 200 cours, on a 50 items. Quand on avait fait des fiches résumées, on sort simplement ces fiches, on les parcourt en détail et on a l'idée générale de ce qu'il fallait. Un autre petit secret qu'il faut pour intégrer les cours, c'est de venir discuter le lendemain de ces cours avec d'autres camarades. Parce que quand on a fini de lire, on reste dans son coin. On pense souvent que comme j'ai lu là, je comprends mieux. Je vais souvent dire aux étudiants qui sont en stage quand on les encadre, je vais souvent leur dire, le matin, je vais souvent venir là, je prends les gens, bon, je vais vous laisser sur tel sujet. Je leur dis souvent, c'est un sujet en réalité que j'ai lu à la veille. Et là, je veux me rassurer que j'ai cerné toutes les parties de mon sujet. Donc, je vais vous dire que parlons par exemple des ruptures prématurées des membranes. Là, je vous donne tout ce dont j'ai lu dessus. Je vous laisse la possibilité de me poser toutes les questions ouvertes. Des questions que je ne vais pas parvenir à répondre. Je vais me dire, ah ça, je n'ai pas retenu cette partie. Je vais noter et mieux relire dessus après. Il est toujours important quand vous avez pris la peine de lire un cours, de voir d'autres personnes, de discuter avec ces personnes-là, pour vous rassurer que vous avez bien compris ce qui a été dit et même, ou alors de savoir sur quel point vous allez revenir par la suite. Pour ce qui est des compétences pratiques lors des stages, comment les acquérir, naturellement, il faut être régulier au stage. La plupart du temps, on a des gens qui viennent faire le stage. C'est d'abord d'être régulier pendant les stages, d'être ponctuel pendant les stages. Vous savez, souvent, on vous dit qu'il y a le staff. Moi, j'aime souvent prendre le cas. Le professeur Baïbek qui commence ses staffs à 7 heures. Toi, tu viens à 10 heures. Tu as loupé tellement de choses sur lesquelles tu ne pourras plus, n'est-ce pas, te rattraper. C'est pareil. C'est que comme moi, généralement, je dis aux gens, bon, pendant le laïus, vers 23 ans, on fait le laïus. Il y a que des qui n'ont pas dormi, se réveillent à 2 heures. On a fait le laïus de 23 heures à 1h32. Qui se réveille, il n'y a plus rien. Il faut être ponctuel pendant les stages. Il faut avoir des objectifs à atteindre chaque jour. J'aime toujours dire aux gens, vous savez, il y a des gens qui arrivent au stage, ils viennent chercher un endroit, ils se couchent, ils dorment. Moi, je me dis que je ne réveille pas les clients parce que je suppose que peut-être ton objectif de ce jour était de venir dormir au stage. Si c'était ton objectif, tu l'as atteint. Mais quand tu vas à l'hôpital le matin pour un stage, tu te dis aujourd'hui, mon objectif, par exemple, je prends banalement comme ça, c'est de faire 2 touchés vaginaux et de les maîtriser. Ça veut dire qu'à la veille, tu lis bien sur le toucher vaginal, sur les étapes du toucher vaginal. Et donc, pendant le stage, tu vas venir avec ton senior, ou celui qui t'encadre, tu vas venir lui dire, bon, voilà, grand frère, voilà tel objectif que j'ai envie d'atteindre aujourd'hui. Et on va t'aider à atteindre ton objectif. Donc, c'est une chose à faire également. Il faut savoir prendre les notes. Vous savez, c'est souvent déplaisant. Il est arrivé les soirs pour ceux qui ont gardé avec moi, où tu décides que tu vas faire le live sur 2-3 sujets. Vous parlez pendant 3 heures de temps, quelqu'un te regarde, il n'écrit rien.
J'aime souvent dire ce qu'on a dit là, je ne suis pas sûr que demain, quand on va te poser la question, tu vas te rappeler. Donc, c'est vraiment indispensable de savoir prendre les notes pendant les stages, de poser les questions. Il y a d'autres personnes qui débarquent là, on te regarde, tu parles, on te regarde. Ça, après, quand tu dis, est-ce que tu comprends? Mais tu dis que non, non, je ne comprends pas. Il ne pose pas de questions. Il faut poser des questions, même si la question est bête, entre guillemets. Ça va vous aider à cerner, à comprendre quelque chose de mieux. Naturellement, le docteur Bébé l'a dit, il faut savoir être entrepreneur lors des stages. Le médecin va rarement venir vous dire que bon, viens faire toucher vagin ici. Il va rarement venir te dire que viens réparer cette déchirure. C'est le fait de te voir à côté de lui, de dire, docteur, pardon, je voulais réparer. Docteur, j'ai le fait toucher vaginal. Docteur, mon objectif aujourd'hui était de faire telle chose. C'est ce fait d'aller vers lui, d'entreprendre cela, qui va pousser en réalité le prestataire à te dire, bon, ok, tiens, je t'ai vu tout au long de cette soirée, tu m'as observé sur tel point, alors je donne la chance, n'est-ce pas, de le faire. Naturellement, il faut prendre des gardes volontaires. Nos gardes, on pense souvent que ça fait beaucoup de temps, mais ce n'est pas suffisant pour assimiler tout ce qu'on a en réalité assimilé. Moi, je l'ai dit au champ, moi, je suis en deuxième année de résident. Toute ma première année, malheureusement, il y a la COVID qui est arrivée et tout, mais il a fallu, pendant mes congés, on avait 17 jours de congés. On peut vous dire que j'étais à l'hôpital central pendant mes congés tous les 2 à 3 jours. Je prenais des gardes volontaires, rien ne m'y oblige. Le fait de base supplémentaire va vous acquérir plus de savoir. D'accord? Alors, comment s'organiser pour gérer les activités extrascolaires? Ça, c'est un point qui m'intéresse particulièrement parce que vous l'avez vu en intitulé, en plus d'être médecin, je suis infirmier, je suis informaticien, je suis également entrepreneur, donc je suis chef d'entreprise. Il faut savoir gérer entre tout ça. La première chose, comme je l'ai dit, ça dépend de l'attitude de chacun. Chacun devrait se connaître. Donc, il ne faudrait pas que je vienne dire que, bon, moi, tel que je le vois, je pense qu'il fait 5 choses, moi, je vais faire les 5 choses. Il faut commencer par connaître ses attitudes. Il y a des gens qui peuvent faire 2 choses dans la vie. Si c'est votre cas, vous faites 2 choses. Il y a des gens qui vont faire 5. Moi, j'ai un ami, moi, je peux prendre son cas. Ce gars fait médecine, il joue au basket, il est instituteur d'auto-école, il joue de la musique, il est ingénieur en informatique. Et ce gars s'en sort dans toutes les choses. Moi, je me suis arrêté au niveau où je me suis arrêté. Donc, c'est à chacun de connaître quelles sont ses attitudes pour aller plus loin ou pas. Naturellement, pour avoir des activités extrascolaires, ça revient à avoir une vie extrêmement organisée. Ça revient à dire qu'il faudrait avoir planifié les choses à faire et à les faire quand ça a été planifié. C'est que moi, par exemple, généralement, j'ai une entreprise où je bosse, où il y a environ 4 ou 5 personnes avec qui je bosse. Généralement, si je dis que la réunion, c'est à 18h, il va falloir que je m'arrange qu'à 18h, on s'asseye, on fasse la réunion. Si j'ai dit que ça finissait à 20h, il faudrait qu'à 20h, ce soit fini. Vous dites autre chose à faire. Donc, il n'est pas question que le jour que je suis de garde, je programme la réunion. Non. Si je sais que je suis de garde le lundi, je dégage tout mon programme pour ne faire que ma garde le lundi. Si je sais que le mardi, entre 21h et 23h, je suis libre, alors je dis aux gars, on va bosser tel jour de 21h à 23h. Donc, ça va vraiment avoir une vie extrêmement organisée, de savoir faire les choses quand elles ont été planifiées. Donc, pour ceux qui me connaissent particulièrement, rien n'est vraiment le fruit du hasard dans ce que je fais. Chaque chose que je fais, je le planifie. Parce que pour un petit décalage, ça peut me perturber, n'est-ce pas, sur toute la journée, sur toute la semaine. Il est très important, comme je l'ai dit également, de faire la part entre l'école et le temps qui reste après. Moi, ma priorité maintenant, par exemple, c'est comme la vôtre, c'est d'être résident, c'est d'être étudiant en médecine. Il faut bien faire vos études de médecine. L'autre côté ne va pas peser plus que vos études en médecine. Sinon, vous devenez plus cela qu'étudiant. Mais je pense que votre vie à la base, c'est étudiant. Si vous voulez être entrepreneur, votre vie d'entrepreneur, c'est une vie à côté de votre vie d'étudiant. Donc, il ne faudrait pas que ça vienne absorber votre vie d'étudiant. Sinon, vous devenez entrepreneur et non plus étudiant. Naturellement, pour avoir une vie extrascolaire, il faudrait faire des choses qu'on aime. Moi, je l'ai dit. Moi, par exemple, je suis passionné d'informatique. Donc, vous allez voir que tout ce dans quoi j'entreprends, c'est soit l'informatique, soit la santé. Vous n'êtes pas venu me entendre que je suis en train d'entreprendre, ce n'est pas d'un projet pour construire, pour être ingénieur de bâtiment. Non, moi, ce n'est pas ma passion, donc je vais rarement faire dans ça. Donc, ce qui va vous faire réussir dans votre vie extrascolaire, c'est de savoir faire des choses dont vous aimez. Alors, sur 2 diapos, nous allons voir quelques conseils pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Naturellement, ce qu'il faut faire, c'est, moi je l'ai toujours dit, c'est d'avoir des sorties de temps à autre. C'est important pour un médecin de pouvoir sortir souvent, de passer le temps avec des gens, d'aller vers les gens qu'on aime, d'aller discuter des trucs qui ne concernent pas la médecine. Je l'ai dit plus bien avant, la médecine stresse tellement, on a besoin de temps en temps de faire quoi que ce soit, mais qui n'a rien à voir avec la médecine. Il faut avoir une source de divertissement. Ça, c'est ce qu'il faut faire pendant sa vie scolaire. C'est que si vous vous retrouvez seulement à ne faire que la médecine, à un moment donné, vous vous retrouvez, j'aime souvent dire, focus, vous vous retrouvez figé, comme malade, la tête fait mal, vous ne pouvez pas vous distraire. Moi, particulièrement, moi, j'aime le cinéma. On sait qu'il m'est arrivé, bon, je ne vais pas prendre cet exemple, mais j'aime tellement le cinéma que je m'arrange généralement chaque samedi, chaque dimanche à faire un tour au cinéma, à regarder un film. Malheureusement, la Covid arrive, on a fermé la salle. Mais jusque-là, je vais m'arranger au moins une fois par semaine, je vais regarder un film. Moi, c'est ma passion pour changer un peu d'air. Il faut savoir lire régulièrement ses leçons, vraiment tout au long de l'année scolaire. C'est de lire et de relire ses leçons. C'est d'aller au-delà. C'est de lire des articles, de lire des livres. Tout ça vous permet d'avoir une culture scientifique. Quand vous causez avec des gens, il ne faut pas être seulement médecin dans sa tête. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de médecine, ils sont calés. Mais quand on sort un peu de la médecine, de leur zone de confort, ils ne peuvent plus rien vous dire. Vous ne devez pas être ces médecins-là. Donc, pour réussir tout au long de votre année, il faut être ouvert. Il faut avoir l'esprit scientifique. Si vous le faites dire, il faut avoir des lectures scientifiques sur la culture. Il faudrait que si vous avez quelque part où on vous parle du monde aux eaux, que vous puissiez avoir quelque chose à dire. Parce qu'en fait, c'est ça le scientifique. Quand on dit le docteur, c'est un monsieur qui connaît un peu de tout. Donc, un docteur devait parler quelque part, soit-il docteur en médecine, qu'on dise, bon, je prends banalement comme ça, les moyens de transport. Tu commences à dire, bon, quoi? On te dit, par exemple, que bon, un drone a fait ces études, mais c'est quoi le drone? Non, ce sera un peu souriant. Il faudrait prendre la peine de parcourir, d'avoir une culture scientifique tout le temps. Il faut savoir poser les questions pour mieux apprendre. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Je vous dis, quand je marche, généralement, je vais souvent venir voir un ennemi que, bon, pardon, dis-moi, telle chose, on fait comment? Ça vous aide à apprendre. Mais si vous restez dans votre zone de confort, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas poser des questions, vous allez vraiment très peu apprendre en réalité. Il faut savoir faire des fiches de lecture. Ce sont des choses qu'il faut faire tout le temps. Quand j'ai fini de faire un cours, je devais m'arranger en principe par une petite fiche de lecture qui va m'aider le moment venu à faire des révisions rapides. Il faut savoir, comme je l'ai déjà dit plus haut, discuter de ces sujets de lecture avec les autres. C'est tout de venir avec vos camarades, une petite pause. Ah bon, tel cours de la dernière fois sur les césariennes. Moi, je pense que j'ai lu ceci, j'ai fouillé tel autre article qui parlait effectivement de ça. Cet esprit, ça vous permet de voir vos lacunes, de rentrer les compléter. Il faut rendre visite à ceux qu'on aime étudier des choses qui n'ont rien à voir avec l'école. Ça vous aide à déstresser un peu. Il faut savoir aller rester avec des amis, de parler d'un bon mets, de vous asseoir en cuisine, de faire un truc. Dans tous les cas, c'est de faire des choses qui vont vous aider à oublier un peu la médecine de temps en temps. Ça va vous aider à mieux assimiler la médecine en réalité. Il faut savoir dormir suffisamment. Vous savez, généralement, le médecin se retrouve dans un système où il dort 2-3 heures par jour. Mais moi, je l'ai toujours dit, un médecin doit dormir en moyenne 5 à 6 heures de temps. Il faudrait s'organiser pour mieux travailler et dormir. Le sommeil, c'est la clé de la réussite finalement. Il ne faut pas trop dormir, mais il faut bien dormir. Il faut suffisamment dormir par rapport à son âge et par rapport à ce qu'on fait. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Bimé l'a dit tout à l'heure, il n'est pas question que vous allez en boîte tous les vendredis parce qu'on a dit qu'il faut se distraire. Moi, j'ai dit la fête doit être faite, mais vraiment de façon régulière. Il faut sortir, il faut s'amuser en réalité, mais ça ne doit pas devenir l'objet de votre vie. Ça doit être un moment de déstress. C'est vrai que quand vous dites, par exemple, vous décidez d'aller à la piscine, allez, profitez-en vraiment de la meilleure des façons parce que vous êtes allé pour ça. Mais que ce soit pas genre lundi, je vais en boîte, mardi, je vais à la piscine, mercredi, je vais manger. Non. On doit faire la fête de façon régulière. Il faut éviter de garder les cours sans les lire. Parce que ça devient gênant à la fin. On a naturellement, on va de temps en temps. Il faudrait éviter évidemment de ne pas discuter des sujets avec des amis. Il faut éviter d'être absent pendant les stages ou alors pendant les cours. Il faut éviter le jour de cours. Bien sur vos stages, comme si
comme s'il avait fait des stages pour quelqu'un de bien pour ça, c'est qu'il vient, il fuit. Il vient qu'il n'y a rien à faire. Ça, c'est faux. Ça vous avance en rien. Il faut naturellement éviter, n'est-ce pas, de vouloir jouer au savant pendant nos stages. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que la réussite en médecine passe par un travail minutieux. Il faut beaucoup travailler. Il existe une vie après la médecine. Il y a des gens, quand ils ont fini la médecine, on dit, bon, voilà, ils ne connaissent plus rien. Pensez-y. Merci. Alors là, on attend vos questions. Je ne sais pas s'il y a un autre sujet. Quelqu'un d'autre qui va enchaîner immédiatement aussi à nous. Salut. Salut. Moi, j'ai une question. Ma question concerne donc les conseils que Christian vient de nous donner. Eh bien, il a dit que donc il faut essayer de s'amuser, il faut essayer d'étudier, de gérer donc nos activités en faisant ce que nous aimons. Je donne mon exemple. Eh bien, moi, j'aime regarder les films et je suis en bac 1 en médecine, mais parfois je dis pourquoi je regarde ces films? Je dois étudier, j'ai trop de choses à faire, trop de livres à relire, mais je, je me dis, mais aussi, il faut que je m'amuse parfois. Et si je regarde un film juste 1 heure ou bien 1 heure et demie, eh bien, je me sens comme si je n'ai rien fait. Et je veux toujours continuer à regarder. Et je ne sais pas jusqu'à quand. Et si je me dis, non, il faut que j'étudie, je me donne donc toutes mes forces. J'essaie d'aller à la bibliothèque, d'y rester durant toute la journée et retourner à la maison, juste prendre le dîner, ensuite m'endormir et le faire. Parfois, je fais tout cela durant les examens. Alors, je ne vois pas bien le temps réel, comment de dire l'horaire pour gérer donc ce temps. Si c'est possible, vous pouvez nous donner un exemple en nous disant, par exemple, par jour, il faut étudier 2 heures ou 3 heures ou bien 10 heures, je ne sais pas. C'est ça ma question. J'aimerais savoir juste un exemple d'horaire pour pouvoir essayer de gérer tout ça. Oui, merci. D'accord, pour répondre d'emblée comme ça, j'ai toujours dit, moi personnellement, je pense pour 8 heures de cours, parce qu'au moins dans les études médicales, on a 8 heures de cours par jour. Moi, je pense qu'il faudrait lire au moins 4 heures de temps après. Je sais que ce qu'on a fait en 8 heures, moi, je pense que sur 4 heures de temps, on peut pouvoir l'assimiler. Donc, naturellement, il n'est pas question que tu regardes les films tout le temps. Moi, j'ai pris mon cas, je t'ai dit que j'aimais beaucoup les films. Alors, je ne vais pas venir m'asseoir et commencer à mettre une série de Jack Bauer, que moi j'aime plus de 24 heures chrono, que j'aime bien, de commencer la saison 1 à la 24e saison, à la 24e épisode, je vais dire. Je me dis, bon, aujourd'hui, je vois mes 2 épisodes. Dès que j'ai vu mes 2 épisodes, ça fait 41 minutes fois 2. Donc, ça m'a pris quasiment 1 h et 20 minutes. Je mets de côté, je passe à autre chose. Donc, c'est savoir faire, c'est savoir franchir ce cap. Moi, je vais rarement regarder 2 films d'affilée. J'ai fini mes cours j'ai commencé les cours à 8 heures, je les ai finis à 17 heures. Naturellement, j'arrive à la maison, je prends un bain, je fais une petite sieste, par exemple. Si je vis seul, je fais un petit repas. À 21 heures, j'ai fini. Je peux regarder mon film avant de m'endormir. Ce qui fait qu'à 23 heures, je suis couché. Là, je vais me réveiller à 4 heures ou à 3 heures, ça va dépendre. Si je me réveille à 3 heures, je vais lire jusqu'à 7 heures parce que je suis proche du campus. Je me fais mes 4 heures de lecture. Les 4 heures de lecture, en moyenne, en médecine, on a 2 cours par jour. Puisque j'ai préparé mon cours à la veille. Donc, étant dit que j'ai 4 heures de lecture, en réalité, je vais prendre 1 heure pour parcourir les cours de la journée, donc les cours qu'on a fait à la veille. Je prends 1 heure par cours. Ça me fait 2 heures pour mes 2 cours. En moyenne, 1 heure vont me permettre de planifier un peu, de lire un peu de documentation supplémentaire. Le reste de 1 heure, ce que moi je faisais généralement, puisque moi j'habitais suffisamment loin du campus, je lisais dans le taxi. Donc, quand j'étais dans le taxi, je sais qu'on a ouvert la course des pas-dessus, par exemple, les insuffisances hépatocellulaires. Pendant que je suis dans la voiture, dans le taxi, je vais prendre mon téléphone, je cherche un coup sur l'insuffisance hépatocellulaire, je le parcours pendant que je suis dans le taxi. Voilà un peu comment est-ce que moi j'ai géré. Donc, je ne restais pas à faire tout. Donc, maintenant, le film n'était pas systématique. Souvent, si j'avais tellement de choses à faire en semaine, je rentre, je me pose rapidement, je me réveille, tout j'étudie,
Et peut-être le vendredi ou le samedi, quand j'ai un peu de temps, là, je vais par exemple regarder un film. Donc, ce n'est pas également de le faire tous les jours. Le problème aussi, c'est de ne pas s'enfermer à la bibliothèque tous les jours. Sinon, on est vous saturé. Ça semble bien parce qu'on a accumulé beaucoup de choses, mais à un moment donné, on finit souvent par saturer. C'est que tu arrives à un niveau, comme on a dit, tu ne veux plus rien apprendre. Et ça devient dangereux. Moi, j'ai fait un surménage en terminale. J'ai fait un surménage qui m'a coûté beaucoup. Donc, partant de là, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai tiré beaucoup d'expérience. Il faut bien étudier, mais il faut savoir être organisé, n'est-ce pas, dans sa façon d'étudier. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je vous remercie beaucoup, ça répond à ma question. Mais j'ai une dernière question. Et il arrive que parfois nous copions les communications des réseaux sociaux avec nos amis sur WhatsApp, sur Facebook. Et après, je dirais 2 semaines, si quelqu'un va voir donc ces messages, il trouve des mots qui ne sont pas vraiment jolis à lire. Ils te disent pourquoi tu es comme ça, tu ne réponds pas, tu n'écris pas à tes amis, tu nous as oubliés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos amis? Donc, c'est pas notre faute. Parfois, il faut arrêter toutes ces communications pour essayer d'étudier. Oui, j'ai bien compris. Merci. OK. D'accord. Les 2 orateurs précédents ont eu à parler en français. Et pour des raisons de bilinguisme, moi, vous allez me permettre de parler en anglais. C'est ma première langue. So this evening, I'm very privileged as one of the facilitators of this excellent association, which is Medical Mind, to add my voice to all my predecessors who put their hands on deck to share with us, dear colleagues, junior medics and interns, residents on how to study to succeed in the medical field. I'm called Beck Lishu. I'm a 3rd-year cardiology intern in the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences. And I am one of the leaders in Medical Mind, which is an excellent association which works to bring the best from students and facilitate their training in and out of the hospitals, at the bedside and out of the bedside. I'm not going to emphasize too much on what has been said by my predecessors, just to maybe give some particular specificities which concerns internal medicine, of which I am part of. So, how do I have effective study skills as concerned internal medicine lectures and clinical rotations? And our main articulations are going to be first how to integrate the theoretical courses, how to learn practical skills during clinical internships, how to organize to manage extracurricular activities. And lastly, and not the least, practical tips, that is what to do and what not to do during the academic year. So we'll start with the first point on how to integrate theoretical courses. So credits on this image, which I found very beautiful, which I got from the internet, which comes out with 9 tips or study tips. The first thing is we enter medical school because we want to be doctors. And for you to be a doctor, you need to study. And if you have to study effectively, you have to have effective study tips in order to have results at the end. So the first thing is that you're supposed to give yourself enough time to study. As was said by our predecessors, and specifically for internal medicine is quite vast and we have a lot of material to cover. So you really have to organize yourself to give yourself enough time to study. Now, if you take an internal medicine textbook like, let's say, Harrison's, you realize that it's so voluminous and just the size of the book can frighten you and you freak out. So it is important for each level, if I'm a 4th year, if I'm a 5th year, or even I'm a medical doctor or resident, to know the syllabus that is required of me. So the first thing you do at the beginning of every year is to ask for the syllabus. You can have that at the deanery, the decana, or
You can ask it directly from your seniors, so much so that when you go into these textbooks, when you go into these lectures, you know particularly what is of your interest. The third tip is to organize yourself to study in groups. I particularly, this is something that works for me because it is always said that what you see or what you read, you forget. What you see, you remember, and what you do, you know. So if you only sit in your room and read, your percentage of retention is far less than when you do, when you exchange. And that is where study group comes into place. The third part is you have to take regular breaks. As has been said by our predecessors, medicine is voluminous, it is tiring, and it's important for you to take regular breaks in order to assimilate better. It is also important for us to practice on past papers. That is what we call in the Faculty of Medicine, le FACS, that is frequently asked questions. So these frequently asked questions are going to make you understand what are those points which you are supposed to focus on as you read through or you go through your studies. It is important for you to take regular snacks to compensate yourself for every good work done or every milestone that you have got. Now, there are also other tips that we're going to see in more details as to how to plan for exams later on. And 8, you have to organize your study space. Generally, you have to get an environment which is comfortable for you. While I was in medical school, the library in the Faculty of Medicine was very comfortable and quiet. I live in the school hostels, and you can imagine sometimes the disorder that is there. And so when you get back at night, you can have a lot of distractions. So one thing you can do is that when you leave from school, you can give yourself an objective that I'm going to cover this material. And you can even stay back sometimes in a comfortable study environment to cover that material for the day. Also, it is important for you to have a known area where you do your studies, because the human mind works in such a way that when you get into that environment, it is automatically switched on for memorization and better understanding. So if you are comfortable studying in your room, you can organize yourself to study in your room at that particular periods of time. Or if you are comfortable in library, you can also organize yourself to do that frequently in the library. And I'm not going to speak a lot about sleep, because some people might take it to their detriment. We are always told that un étudiant en médecine ne dort pas, il s'endort. So you work until you realize that you are tired and then you sleep. But it is important for you to get adequate sleep, because sleep has a lot of benefits. It increases your memory capacity. It increases your health. It improves cardiovascular health, and so on and so forth. For an adult, average sleep of 5 to 7 hours is okay. One thing I should also say about sleep is that you should work on having sleeps on multiples of 1 hour, 30 minutes. Because the sleep cycle is exactly 1 hour, 30 minutes. So if I am going to bed, I can decide to sleep for 3 hours. I can decide to sleep for 4 hours, 30. I can decide to sleep for 6 hours. I can decide to sleep for 7 hours, 30. If you sleep for 7 hours, you get up in the middle of a sleep cycle and you feel very tired because you haven't completed the sleep cycle. So you can have that as a tip even as you prepare for sleep. Having said this on study tips, we're going to proceed to talk about exam tips, and we're going to focus on how to overcome stress. One thing that is peculiar about exams is that it is a very, very stressful period. And you have people during this time who have a lot of, who actually lose it. And so it is important for us to manage stress effectively. So as a medical student, and particularly for internal medicine, you have to cover your material for exams. Just the fact that you have covered all your exam material gives you confidence and you move for the exam. The second thing is, I say here, you shouldn't be myopic. Now, medicine or passing an exam is not an end by itself.
You should see the big picture. You should see yourself in a 4th year. You should see yourself 3 years later in your medical cabinet, in your consultation box. So you shouldn't just see yourself studying in order to pass an exam, but you should see yourself studying in order to save a life in the future. So you should see the big picture. As we said previously, walk along past questions. You should constantly evaluate and compensate yourself whenever you move forward. Now, this point, I put it in black because it is very important. In the faculty, you study to know and you study to pass. I always say this. You can be a very, very smart guy who knows all parts of physiology, who can explain the most complicated pathways, I don't know, in immunology, which is a subject which is quite complicated in internal medicine. But when it comes to exam, you go to the Babia, you have 40 marks. Why? Because you study to know that at a certain particular point in time, you didn't study to pass. So I say here that far from exams, if exams are coming, let's say in 2 months' time, what you do is that you cover material in order to know. But when exams are coming forward, study to pass. Look for past questions, answer them, have them at your tip. And if a question should come, just know that when you fail it, your whole class has it, and they are going to have better grades than you, and they are going to be in front of you. And at the end, it's just an exam, so take it easy. If you have been studying, you certainly are going to have it right. Now, after this, how to integrate theoretical courses, we're going to look on how to learn practical skills during clinical internships. One thing that is clear is that we are doctors because we do clinicals, because we inspect, we palpate, we percuss, and we hospitate patients. That is what makes us doctors. So the first thing in clinical rotations is that we have to be very disciplined. Now you have to prepare for your rotations. If you know you are going in for an internal medicine rotation and you are going in a service that does cardiology and nephrology, you should know the material you need to cover and you should have an insight on it before you get into the service so that you should not be taken aback. The least you should do is to be present for rotations because that is one of the main aspects that is evaluated for you to validate an internship. Also, you need to know your objectives. A 4th year who enters into the hospital and starts talking about management, prise en charge, has lost it. As a 4th year who does internal medicine rotations, you have to know clinical skills. You need to know signs and symptoms. If you say a patient has nephrotic syndrome, you need to know the elements that enter into nephrotic syndrome. If you say a patient has right heart failure, you need to be able to locate the signs and symptoms that orient you towards right heart failure. And what I also think is very important is to always ask yourself why. That is what makes the difference between a medical doctor and a charlatan or a traditional practitioner, is that everything that we do, we understand why. So why has to do with part of physiology, and I say part of physiology is key. So if there is one subject you should put a lot of accent on as you do your clinical rotations to understand the why of everything. Why is it that in this pathology I have jaundice? Why is it that in liver cirrhosis I have carpal tunnel, for instance? So you should always ask yourself why. And I'll end by saying that you should make it fun. Make medicine part of you. Make your clinical rotations part of you. I always say this as a joke to medical students who pass through the cardiology unit, that when you take a taxi from Hôpital Général and you are living maybe at, I don't know, Mendom, it is a very long journey. What do you do in the taxi? I always say them, prenez les souffles cardiaques, vous mettez dans vos téléphones et vous écoutez les souffles cardiaques pendant le retour. Now, that sounds like being a nerd, but somehow it is making a maximum of everything that you have to do as a clinician.
So you just make it fun and integrate it into your life. And at the end of it all, in clinical practice, I put this in red that a doctor is honest. So do not be afraid to fail. Do not be afraid to say you do not know. Rather, let your failures be stepping stones for greater. I am gradually going towards the end of my presentation, where I'm going to be talking on how to organize, to manage extracurricular activities. Much has been said about that, but as the English proverb says, all work and no play makes Jack a dull boy. So it is important that out of your LAUs, of your health knowledge, of your clinical rotations and internships, you should find time for extracurricular activities. And for me, these are the things that I do when I'm out of the hospital. For me, I put my spirituality in front because I believe that to be a medical doctor is a calling. And if you think that it's a calling, you should understand also that there is somebody who is superior to that calling, who can also help you even when you feel like you can't afford. So your spirituality can be in any aspect as you can think about it. I don't want to do promotion for any particular faith here, but I believe in being spiritual even as being a medic. The second thing is that you should know your family and friends are important. Being a doctor doesn't make you an island, doesn't cut you out of your family. Those are, at the end of it all, the things that matter in life. Your friends. So you can do sports, you can travel, you can do games, you can watch educative TV programs and other stuff. And at the end of it all, what are the practical tips and what do you have to do and what should you do during the year? What you should do is to follow the instructions or the advices that we humbly propose to you. And what you should not do is to give a deaf ear to it and go your way. So we are all adults and it is difficult for me to start enumerating the to-dos and the do-nots. But I believe that each and every one of us, we have internal intuitions and you can always approach your seniors whenever you have difficulties in your internship. Once again, it's been a pleasure for me to share in this platform of Medical Mind. I also want to recognize the presence of seniors like Dr. Mke, who have been backbone behind Medical Mind, Dr. Teddy and Domba. I saw him online. I don't know if he's there. And all the different seniors who have worked throughout the years to be a plus to each and every one of us in Medical Mind. I recognize your presence. And thanks for your kind attention. And we leave the session open for questions and interactions. Thank you. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. C'est Francis. Alors, on l'a dit, donc on nous demande de mettre en avant la famille ainsi que les amis. Mais nous savons que notre priorité, donc notre premier objectif, c'est être un bon docteur, un bon médecin. Alors, lorsque nous avons des amis qui nous textent, bon, on peut arrêter de nous connecter et après quelques semaines, nous avons beaucoup de messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils essaient de comprendre qu'on n'est pas toujours disponible donc, dans les communications avec eux? Oui, c'est ça ma question. Comment leur montrer que réellement, ce n'est pas de la haine, mais plutôt, c'est pour leur montrer que nous sommes surchargés. J'ai le docteur qui, je ne sais pas si le docteur qui suit, je ne sais pas s'il peut nous dire quelque chose par rapport à la question de notre confrère. Docteur Nkek. Oui, bonsoir, docteur Chou. Bonsoir à tous. Je n'ai malheureusement pas bien suivi la question. En fait, sa question était de savoir, parce que dans la présentation, nous avons fait part du fait que, étant étudiant en médecine ou médecin, ne nous coupe pas du monde. Donc, c'est important d'intégrer
dans nos cliniques, dans nos connaissances, dans l'apprentissage, les activités extrascolaires, l'une desquelles c'est de se connecter ou de rester connecté avec la famille. Donc, le confrère, lui, il suscitait le problème à savoir que parfois, il y a certains membres de la famille qui peut-être envoient les messages et après un certain moment, ils ne répondent pas. Et ces gens-là se sont lésés que parce qu'ils font de la médecine, ils ne les considèrent pas et tout. Mais lui sait que sa priorité, c'est la médecine. Et comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? En fait, si j'ai bien compris sa question, c'était dans cette lancée. D'accord. Ce que je peux dire, c'est, vous êtes déjà allé à un mariage, par exemple, n'est-ce pas? Ou ceux qui sont déjà mariés, ainsi de suite. On ne peut pas inviter tout le monde au mariage. Même si on fait quoi, il y aura toujours des personnes qui se sentiront lésées, disant qu'on ne m'a pas invité au mariage de tel, pourtant on est des amis, pourtant. C'est pareil, parfois vous avez votre anniversaire, ce n'est pas tout le monde qui va se rappeler que c'est votre anniversaire pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Beaucoup d'événements se passent dans vos vies et ce n'est pas toujours tous vos amis qui vont y participer. Alors forcément, il y a des priorités. Mais en tant qu'ami, il faut savoir ça, en tant qu'ami, en tant que membre de la famille, ils doivent pouvoir comprendre que vous êtes en train de faire des sacrifices pour pouvoir être parmi les meilleurs médecins, parmi les meilleurs praticiens, pour pouvoir leur être utile dans le futur. Mais c'est à vous de les discipliner. Ça, c'est une certitude. Vous devez savoir quand est-ce que vous pouvez manipuler le téléphone, qu'est-ce qu'il ne faut pas manipuler le téléphone, qu'est-ce qu'il faut répondre au téléphone, qu'est-ce qu'il ne faut pas répondre. Moi, par exemple, il y a plein de messages que je reçois, je ne réponds pas, je garde ouvert, je vais voir peut-être le soir ou peut-être ne jamais même répondre. Pourtant, il y a des messages ou des appels qui sont, je jauge le niveau d'urgence et je réponds d'emblée. Donc, c'est à vous de voir. Et quand vous allez les discipliner, ils vont suivre. Parce que dites-vous que ce que vous faites, si vous pensez que c'est plus important, par exemple, que l'information ou l'appel qu'ils vont vous donner, alors voilà. Également, ce que je peux aussi dire, c'est que c'est à vous de chiffrer tout ça. Moi, par exemple, je préfère communiquer en temps d'urgence par message. C'est-à-dire, si quelqu'un m'appelle, je peux lui demander d'envoyer un message pour savoir exactement si c'est quelque chose d'important. En fonction de ça, je jauge le niveau d'urgence pour savoir s'il faut que j'interrompe ce que j'ai à faire ou pas. Et aussi, voilà ce que je peux dire. Donc, il faut vraiment discipliner les membres de votre famille, vos proches, vos amis, de telle façon à ce que vous puissiez rester concentrés dans ce que vous êtes en train de faire. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, Choubekli, Dr. Chou. Merci beaucoup, grand frère. Tes contributions sont toujours un atout. Et chaque fois qu'on vous entend, on est toujours édifié. Donc, merci pour cela. Donc, on prend qu'il faut être discipliné, il faut savoir jauger et par défaut, communiquer par SMS afin de savoir l'ampleur de l'urgence et comment répondre. Toutefois, en se disant que l'organisation peut nous épargner de plusieurs choses. Comme nous avons dit dans la présentation, nous ne sommes pas un île. We are not an island. You cannot live as an island. You need people to go to where you are going to. Vous êtes entré à la faculté de médecine. Si vous êtes au niveau que vous êtes, vous avez été sponsorisé par quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un qui paye la pension. Il y a certainement quelqu'un qui paye le loyer. Et vous aurez toujours besoin des gens. Donc, on dit toujours que si tu veux aller loin, il faut prendre les gens avec qui vous pouvez marcher ensemble. Mais si vous voulez aller rapidement, mais pas loin, il faut aller seul. Donc, il faut toujours avoir ça derrière sa tête dans tout ce que nous faisons, que nous avons besoin des gens, mais toujours tirer la part des choses, surtout lorsqu'on se rend compte que ces gens-là deviennent une distraction parce que nous devons être les médecins de qualité. Donc, merci encore pour cette question qui nous ouvre beaucoup des discussions. Donc, nous laissons encore la séance ouverte pour des questions. Il est 20h30. Si nous avons des questions d'ici 20h45, nous allons arrêter. Donc, si vous posez des questions, vous aussi,
dit à qui vous dirigez les questions. Nous avons eu 3 orateurs. Donc, vous pouvez avoir la préférence d'un orateur ou l'autre. C'est ouvert. Vous pouvez désactiver le micro et poser votre question. Alors, merci, docteur. Moi, c'est Judo Yongi. Vous me suivez, docteur? Oui, nous vous suivons. Alors, je suis étudiant en 6e année de médecine de la faculté de médecine de Douala. J'avais 3 questions. C'est la seconde question qui a agressé au docteur, à notre cher aîné, docteur Béji. Maintenant, la première question déjà, c'est de savoir, dans votre présentation, dans vos différentes présentations, vous avez plus mis l'accent sur l'aspect organisation du travail, l'aspect motivation, mais maintenant, le volet équilibre, c'est-à-dire éviter de... Parce que je veux prendre l'exemple. Moi, par exemple, lors de cette semaine passée, j'ai côtoyé nos bibliothèques et puis je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, beaucoup d'études de tests psychiatriques qui ont été faits sur des étudiants de médecine ou sur des internes et résidents même de médecine, où ils ont démontré que parmi les causes, parmi les étiologies de dépression, anxiété ou encore autres entités, il y avait la surcharge du travail. Donc, est-ce que j'aimerais savoir si il y a, comment on va dire, des moyens de toujours se ramener à l'équilibre. Est-ce qu'il y a des signes alarmants dont on doit souvent être vigilant par rapport? Parce que dans la même lancée, sur un autre plan, dans des documents que j'ai pu consulter à propos des autres étudiants en médecine dans d'autres pays, comme les pays ils vont jusqu'à définir des heures de lecture par jour. Dans les internes maghrébins définissent même les heures de lecture à 8 heures, moyenne 7 heures par jour. Or, de façon contradictoire, dernièrement, notre aîné, le docteur Gams, notre cher maître, nous a fait comprendre lors d'une séance de travail où la thématique portait sur le sommeil, cerveau et l'équilibre. Il nous faisait comprendre qu'en moyenne, nous devons toujours réussir à avoir 8 heures de sommeil par jour. Donc, j'aimerais essayer de savoir comment faire pour toujours équilibrer tous ces éléments. La deuxième question, c'est par rapport à... Ça, c'est sa question au docteur Bédivé. C'était par rapport au modèle de formation des facultés françaises du pays. Par exemple, nous, dans nos facultés de médecine, comme à Douala, je ne sais pas si ça se passe comme ça à Yaoundé. À Douala, nous avons un système où, entre les jours de semaine, donc disons de lundi à vendredi, le programme, c'est quoi? C'est de 8h à midi. Nous sommes censés être à l'hôpital. Et maintenant, de 13h à 18h, nous sommes censés être au campus qui est à l'autre bout de la ville. Donc, et il peut arriver qu'à 19h ou bien à 18h en tout cas, tu sois de garde. Donc, moi, personnellement, j'ai eu du mal durant mes années d'externat de 4e, 5e année, j'ai eu du mal avec ce modèle, sans vouloir faire une comparaison avec mes camarades des facultés anglaises comme Boyard. Eux, ils avaient des modèles où ils avaient un intervalle précis pour aller à l'hôpital et un intervalle précis pour aller en stage, pour aller en cours qui ne coïncidaient pas. Donc, j'aimerais savoir si notre réunion de la FMSP a des conseils qui peuvent donner éventuellement 4e année ou 5e année qui vont commencer le stage les jours à venir pour manager cet aspect. Et la dernière question, c'était de savoir, c'est par rapport au docteur Christian. Il a fait une remarque sur le fait que, hormis du fait que nous soyons des étudiants en médecine, que nous devons beaucoup nous documenter sur le plan de la documentation médicale, il est aussi important de faire des lectures scientifiques pour la culture en général. Moi, je vais prendre mon exemple, par exemple, pour les niveaux inférieurs. À mon cas clinique de l'examen national 2020, j'ai eu un cas de chirurgie, notamment un JX post-opératoire de polychromatisé. C'était un patient qui était
plutôt compliqué, mais je me suis battu sur le plan clinique à essayer de coordonner mon observation. Donc, je me suis vraiment battu dans la mesure où mon jury trouvait que toutes les questions toutes les questions qu'il me posait, j'ai réussi à répondre sans problème. Mais devinez quoi, le président du jury, la question qu'il me pose, c'est de savoir est-ce que les mototaxis sont utiles pour la communauté? Oui, donc là, c'était une question qui devait prendre l'antithèse et la thèse. Donc, du coup, si tu n'es pas une personne qui est cultivée, tu peux passer à côté des points bonus comme ça. Donc, c'était toutes les questions, docteur. Merci. D'accord. Merci, Aziel Yungi, pour les questions. Nous allons passer la parole à docteur Bijev pour la deuxième question qui était spécifique à la FMSP de Douala pour la réponse. Et puis ensuite, notre confrère Génico. Et puis, je vais terminer avec la première question sur le burn-out. Donc, docteur Bijev, s'il te plaît, tu as la parole. D'accord, merci. J'espère que je me fais entendre par tout le monde. C'est bon. Oui, la FMSP, Faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, disons que c'est vrai que c'est une faculté très particulière du moment où, pour réussir à gérer les cours théoriques, les stages cliniques et aussi, pourquoi pas, ces activités extrascolaires, c'est souvent très délicat et souvent même stressant. Mon conseil, c'est déjà ce qu'on a si bien partagé pendant ces présentations. C'est la discipline, c'est la notion de priorité. C'est un peu ça. Parce que, disons-le, il y a des maîtres de stage qui ne ménagent aucun effort pour retenir l'hôpital jusqu'à 16 heures, par exemple. Pourtant, les cours sont censés, par exemple, commencer en amphithéâtre à partir de 13 heures ou à partir de midi. Et dans ce cas, l'étudiant se retrouve souvent dans un dilemme. Il ne sait pas s'il faut aller en cours, s'il faut rester et obéir aux ordres donnés par le maître du stage et tout. C'est vraiment compliqué. Mais moi, ce que je veux dire, c'est savoir prioriser ses choix. Personnellement, moi, il y avait des jours, je ne sais pas, où je décidais, par exemple, d'aller à un bloc et puis de sacrifier, par exemple, un cours que je devais faire en amphithéâtre. Pourquoi je faisais cela? Parce que je me disais, ce bloc, je vais le faire peut-être une seule fois pendant tout mon parcours médical. Autrement dit, c'est la seule occasion que j'avais, par exemple, d'entrer au bloc opératoire. À l'hôpital général, à notre époque, l'hôpital général de Douala, par exemple, à notre époque, c'était déjà quand il fallait entrer au bloc, on procédait par niveau. Donc, c'était vraiment la verticalité. On disait, bon, les sixièmes années sont prioritaires. OK, on dit qu'il y a 4 places pour les étudiants dans un bloc opératoire. Les sixièmes années sont prioritaires. Il y a par exemple un sixième année qui est là. Après, on dit il y a les cinquièmes années qui sont aussi prioritaires. On a 2 cinquièmes années qui sont là. Et on se retrouve avec 5 quatrièmes années qui veulent entrer au bloc pour une seule place. Du coup, c'était vraiment embarrassant. Et moi, personnellement, ce que je faisais, déjà, j'avais un penchant pour la chirurgie, c'est quand j'avais un bloc, surtout des blocs neurochirurgie, par exemple, avec le professeur Mota, moi, je me retrouvais à faire des blocs jusqu'à 16h, 17h, parce que je me disais, c'était plus important. Bon, pas plus important dans le sens où les autres sont moins importants, mais pour moi, c'était ma priorité, parce que je me disais, acquérir cette connaissance-là, c'était une occasion en or qu'il fallait saisir. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est souvent également pour savoir être décisionnel, c'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a des activités, il y a des pansements à faire, je ne sais pas, au service, il y a des situs à faire, il y a des sondes urinaires à poser, des sondes nasogastriques à poser. C'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas à dire qu'il faut sacrifier un cours, c'est pas trop, un cours, bon, je ne vais pas spécifier, je sais pas, la spécialité, mais un cours assez important ou un cours qui risque de nous poser des préjudices, je ne sais pas, à l'avenir. Donc, c'est un peu ça, c'est la priorité en fait. C'est la priorité. Il y avait des cours, je sais, bon, ce cours, je suis par exemple plus à l'aise quand je lis moi-même en fait ce cours dans les livres. Il y avait des matières comme ça. Je me dis, bon, je prends un cours de telle ou telle matière. Je sais que ce cours-là, je peux m'asseoir par exemple avec ma machine
et puis bouquiner sur le chapitre qu'on a fait. Et puis, je suis mieux à l'aise. Donc, c'est un peu ça. Et il y avait des cours où il fallait être en classe parce que, disons-le aussi, ça dépendait souvent des enseignants. Nous le savons tous, pour ceux qui ont, par exemple, fait la FMSP. Il y a des enseignants qui jamais comprendre les lettres. Et c'est les types le plus souvent. Donc, il faut être souvent en classe pour mieux comprendre ce que l'enseignant va dire et pour mieux assimiler la leçon. Donc, c'est un peu ça. Par contre, il y a des enseignants qui vont, par exemple, venir en classe et puis... Il faut juste savoir choisir et puis savoir faire la part des choses, savoir prioriser. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas zapper les cours, c'est vrai, mais il y a également des activités en clinique qui sont souvent très importantes et qui ne se rattrapent jamais. Je me rappelle bien, ma toute première luxation mandibulaire, je l'ai vue quand j'étais en 4e année. Je ne l'ai plus jamais revue. Et ma toute première luxation mandibulaire que j'ai réduite, c'était en 6e année en médecine intégrée. Donc, 2 ans plus tard, j'ai vu une luxation. Je ne suis pas passé dessus comme quelqu'un, je ne sais pas trop qui s'intéressait par ça. Ça m'a intéressé, j'ai vu. Et c'est en 6e année que je l'ai pratiqué. Je ne l'ai pas regretté parce que je l'ai réussi. Donc, c'est un peu ça. Faut juste avoir la priorité. Je pense que sans toute partie de long à l'âge, c'est ce que je peux donner comme conseil. D'accord. Merci, docteur Bijeve, pour cela. Et je pense que ça s'applique pour toutes les facultés. La faculté de médecine de Yaoundé, ça s'applique aussi. Et c'est exactement ce que nous disons la plupart du temps à nos cadets avec qui nous sommes en stage. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui fait une garde de dimanche de 24 heures, il est très fatigué. Il finit l'hôpital à 14 heures, il court pour aller faire cours. Qui ne suit rien, il dort en classe pendant tout le cours. Le lendemain, il n'a rien fait, il n'a rien étudié. Il n'a pas étudié, il n'a pas récupéré. Donc, à un certain moment, nous sommes aussi les adultes. Il y a certains cours que vous n'êtes pas obligé d'aller faire parce qu'il y a les choses intéressantes à l'hôpital et il y a les moments que vous allez laisser l'hôpital pour aller faire cours. Donc, cela, vraiment, c'est à la discrétion de tout un chacun. Il faut savoir les objectifs et savoir comment jongler entre un et l'autre. Après tout, c'est une faculté. Lorsqu'on dit que c'est une faculté, ça veut dire que certaines activités sont facultatives. Mais le stage prime toujours sur tout. Toujours savoir ça. On peut t'invalider par absence en stage, mais si tu ne fais pas les cours, tu vas toujours composer à la fin et tu peux passer. Donc, il faut vraiment savoir là où il faut mettre beaucoup d'accent. Donc, docteur Zentel, je ne sais pas s'il est encore là. Il y avait une question qu'on a eu à poser. La troisième question, je n'ai pas très bien suivi. Je ne sais pas s'il a pris, il peut prendre la parole. Bon, pardon, sauf si je me rappelle la question, là, je viens de me reconnecter. J'avais un peu de soucis de connexion tout à l'heure. Si on peut rappeler la question, là, je vais répondre, pardon. Bon, Azed, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu peux reprendre ta question? Mais en attendant que tu reprennes la question, je vais enchaîner avec la réponse de la première question qu'il a posée sur le burn-out. En fait, c'est le résumé que j'ai pris. L'organisation et comment surmonter le burn-out. C'est un chapitre qui est tellement large et ça nous ouvre l'esprit. Peut-être dans Medical Mind, on peut peut-être organiser un truc sur le burn-out avec le temps. Mais c'est quelque chose qui est de réel et justement, comme tu l'as très bien dit dans ta question, je pense que tu as posé ta question et tu l'as répondu toi-même. Il y a les études qui ont été faites, n'est-ce pas, pas seulement en Afrique, en Europe, en Amérique, d'accord, qui montrent qu'il y a un taux très élevé de surménage ou le burn-out chez les personnels soignants, chez les étudiants en médecine. Et en gros, tout ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire que tous les conseils que nous donnons, c'est-à-dire comment intégrer l'activité scolaire et les activités extrascolaires, c'est pour limiter justement ce burn-out. Je pense que c'est difficile vraiment de donner une réponse vraiment carrée. C'est-à-dire qu'il faut faire ceci, ne fais pas ceci pour ne pas avoir le burn-out parce que chacun a son seuil de tolérance. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, c'est le fait que le prof lui dit pendant la ronde qu'il est idiot, il ne connaît rien. Ça le stresse, il défloque, il perd la tête, mais
autre personne, il peut recevoir une garde sup chaque jour de la semaine et puis il prend ça différemment. Donc, chacun a son seuil de tolérance. Mais une chose qui marche pour tout le monde en ce qui concerne le burn-out, c'est de toujours en parler. C'est-à-dire ne pas rester dans son coin. On subit pendant le stage. Peut-être que tu as un stage avec un certain résident ou un certain interne qui te met tellement de pression, il te donne les gardes supplémentaires, il t'envoie, il te demande de faire les choses qui ne sont pas réalistes. Et juste parce que tu veux être, tu veux avoir cette image de bon étudiant, tu subis dedans et tu n'en parles à personne. Donc, toujours parler. Même chose avec les enseignants. Si tu subis quelque chose avec un enseignant, il y a les cellules d'écoute, n'est-ce pas? Il y a l'association il y a l'AE, c'est-à-dire l'association des étudiants, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Il y a les aînés résidents internes, vous pouvez vous rapprocher d'eux pendant les stages et toujours en parler. Surtout ne pas subir et rester dans son coin. Donc, en résumé, si je dois donner une astuce, je ne sais pas, pour surmonter le burn-out, c'est speak out. Ne restez pas dans vos coins. Si vous avez les difficultés, il faut en parler avec les collègues, les amis, les aînés et les différentes cellules qui ont été mises en place pour cela. Donc, Hazel, je ne sais pas, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous rappeler la dernière question? Ça sera la dernière question qu'on va prendre et après, nous allons faire la conclusion et clôturer parce que nous avons déjà dépassé le temps. Merci, docteur. Ça va. Merci beaucoup, docteur. J'ai les éléments de réponse. Merci, docteur. D'accord. D'accord. OK. Docteur Zentel, tu es encore là? Je ne sais pas si tu as un dernier mot, conseil pour nous, les apprenants et tout. What is your take-home message? What is the take-home message? Après toute la présentation, qu'est-ce que tu peux donner comme take-home message? En fait, en réalité, non, c'est juste comme tout ce qu'on a dit. Hein. En réalité, la médecine, c'est juste un truc qui doit... La médecine, c'est un truc qui est extrêmement stressant. Il va falloir être organisé pour le faire. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Je pense, vers la fin, tu as dit un truc qui m'a beaucoup intéressé, justement, c'est que la faculté reste facultaire. Donc, c'est que je peux dire que, bon, aujourd'hui, mon objectif, au fait, dans le et donc, si on me dit que le cours qui est en face, je néglige aucun cours, hein, mais je dis peut-être que c'est un cours où moi, je sais que j'ai lu et moi, je l'assimile facilement. Alors qu'à côté, il y a une sage-femme qui me dit que si je suis encore là, je suis une femme, que je suis de ce caractère, elle va me laisser faire mon accouchement. Je décide, moi, je pense que ce serait mieux pour l'étudiant pour acquérir une compétence de rester et de pouvoir faire l'accouchement. C'est une compétence qu'il va acquérir. Moi, je l'ai toujours dit, c'est vrai que le cours, on peut beaucoup lire. La médecine, la seule partie où on n'acquiert pas seul, c'est la partie pratique. Le reste, tu prends un livre, tu lis un très bon cours, tu peux que les enseignants, il va peut-être falloir qu'on t'explique quelques notions après. Mais comme on dit l'accouchement, tu vas lire comment faire l'accouchement dans 500 livres. Le jour que cette page ne te prend pas, ou ne te prend pas pour te dire, voilà comment ça se fait en pratique. On a pris une suture. Tu vas lire dans les livres que voilà comment on fait les sutures et tout. Si quelqu'un ne te prend pas pour te montrer de façon pratique comment ça se fait, tu seras tellement théoricien, mais de façon pratique, tu ne le feras pas. Donc, le médecin ou l'étudiant en médecine doit savoir exactement ce qu'il veut, doit pouvoir juguler son temps pour atteindre des objectifs. Donc, sur le plan théorique, c'est de lire au moins chaque jour quelque chose pour acquérir une compétence. Sur le plan pratique, c'est d'être présent à l'hôpital, d'avoir un objectif chaque jour qu'on va à l'hôpital. Et pour la vie extrascolaire, c'est de savoir faire des choses qu'on aime à un moment donné précis. Donc, c'est de ne pas le faire tout le temps, d'avoir un temps pour faire des choses qu'on aime essentiellement. Donc, voilà un peu, en gros, un petit résumé de ce que chacun pourrait, n'est-ce pas, retenir, à mon avis, hein, nonobstant de tous les autres éléments qui seront donnés également par les autres orateurs. D'accord, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Dr. Bijeve. Dr. Bijeve, 32 secondes, 30 secondes, take home message. J'ai mis le chrono. Non, il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je veux dire, c'est répéter ce que j'avais déjà dit. La médecine, c'est entendre, aller lire. La médecine, c'est voir faire et faire. Et il n'y a pas que la médecine. Il faut savoir s'organiser et être toujours discipliné. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs. Merci à l'audience. Merci à Medica Mind pour cette plateforme que vous nous donnez.
on se dit, justement, nous étions ici la deuxième séance de l'année académique 2020-2021 de Medical Mind sur nos différents tutorials online pour le empowerment des étudiants en médecine et des apprenants. Nous vous encourageons de nous envoyer les propositions, les critiques, les commentaires par rapport à toutes les présentations que nous avons en ligne afin d'améliorer. Notre objectif cette année, c'est de faire mieux que l'année passée. Pas seulement en ligne, mais aussi en présentiel. Au début, le docteur Douala, qui est le Vision Bearer, ou le président fondateur de l'association, l'un des présidents fondateurs, si je dois le dire, a partagé avec nous la vision de l'année pour Medical Mind. Et nous vous encourageons de nous soutenir dans nos projets. Donc, restez connectés. Les jours à venir, nous aurons encore d'autres présentations dans les différentes spécialités, n'est-ce pas, en médecine, en pédiatrie, en chirurgie, en what have you. Donc, merci une fois de plus pour votre présence et nous espérons que ces connaissances, cet échange sera fructueux et nous serons les médecins excellents, nous serons les médecins exemplaires, nous serons les médecins qui seront justement la solution au problème de tous ces malades, de tous ces gens-là que nous avons la responsabilité de traiter. Merci une fois de plus et au revoir, bonne nuit à tout un chacun, bonne lecture pour ceux qui vont étudier. Stay tuned and see you for our next sessions. Thank you very much.